Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du Racing Café, ça fait plaisir de vous retrouver, on a pris quelques petites vacances, voilà, vous voyez, on est revenu un petit peu bronzé, un petit teint sympathique, j'espère que vous allez bien, on se retrouve un mardi, c'est tout à fait exceptionnel bien sûr, mais en même temps c'est une semaine assez exceptionnelle puisque dès demain c'est le début des 24 heures du Mans, on vous le rappelle, ça roule de mercredi à dimanche sur le circuit des 24 heures, donc évidemment jeudi. Pendant l'heure actuelle du Racing Café, il y a ce qu'on appelle l'hyperpole. Donc on s'est dit, on va pas tirer la couverture à nous, on va laisser les bolides du WEC rouler tranquille. Bon voilà, on a été très sympathique sur ce coup-là. Et donc eh bien, on va évidemment commencer en parlant des 24 heures du Mans. Et vous voyez, on a réuni pas mal de monde, à commencer par Gaël, qui de toute façon maintenant fait partie d'immeuble du Racing Café. Comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir les chats. Ça va très bien. Par contre, il faudra me briefer parce que je ne sais pas du tout ce que c'est les 24 heures du Mans. C'est rien, c'est une petite course, une mobilette comme ça, c'est un truc. Ça passe devant chez moi. De toute façon, je me pencherai à la fenêtre tout le week-end, faut pas s'inquiéter. Ça fait un bail qu'on l'a pas eu, l'ami Fabien Gérard aussi, qui est avec nous, et tu seras aussi au Mans ce week-end. Comment ça va, Fab? Eh bien, écoutez, très bien. Salut à tous. Ça fait très plaisir de vous rejoindre, les amis. Comme on dit dans le chat, effectivement, Gaël aura fait toutes les cases. Il se retrouve maintenant à ma droite, voilà, c'est un petit peu partout. Et puis, on ne pouvait pas faire une émission sur les 24 heures du Mans sans inviter un Bollé. Bien évidemment, c'est quand même normal. L'ami Laurent Faïk Bollé FB, comment ça va? Ça fait longtemps. Eh bien, Michael, ça va très bien. Je te remercie pour l'invitation. Gaël, je suis ravi de faire ta connaissance. Fab, je suis ravi de te retrouver avec plein de souvenirs communs, bien évidemment, et avec toi aussi, Michael, bien sûr. Le plaisir est partagé. Et puis, écoute, ça va. Effectivement, on se réjouit tous de ce week-end qui arrive et qui va nous replonger dans la magie du Mans. Et puis, puisque tu m'as introduit, si j'ose dire, de cette façon, tout le monde sait que, je le dis une fois pour toutes, je suis l'arrière petit-neveu de Amédée Bollé, effectivement, pionnier de l'automobile. Et il y a une avenue du même nom au Mans. Je ne t'apprends rien, Michael. Voilà. J'adore cette semaine, d'ailleurs, mon cher Laurent Franck. Je dors rue Bollé cette semaine. Ah, avenue Bollé, s'il te plaît. Avenue Bollé. Avenue, on ne nomme pas des rues, on nomme des avenues ici, monsieur. C'est quand même beaucoup mieux. On vous fera un live Twitch, évidemment, à l'avenue Bollé. De toute façon, c'est à 2 pas. Moi, je dis, ça va aller très vite. Bien entendu, aujourd'hui, dans le Racing Café, un sacré programme quand même. On a fait les choses comme il faut. Donc, la preview des 24 heures du Mans, on va parler de tout ce qui va se passer, évidemment, ce week-end sur la plus grande course d'endurance au monde. On reviendra sur tout ce qui s'est passé le week-end dernier avec du rallye, le rallye d'Ypres en Belgique. La moto, un Grand Prix incroyable en Autriche sur le Red Bull Ring, la Formule E, parce que Nick De Vries est devenu champion du monde de Formule E ce week-end à Berlin. On parlera aussi d'IndyCar avec la victoire de Will Power et la deuxième place de Romain Grosjean. Encore une fois, Romain Grosjean très habile sur le circuit de Indianapolis Motor Speedway. On reviendra évidemment avec les news, le programme du week-end. Vous avez compris que ça parlera beaucoup, bien sûr, des 24 heures du Mans aussi, le courrier des viewers. Et puis, l'ami Greg sera là pour le Louis de fin d'émission. Ne vous inquiétez pas, on ne l'oublie pas. Il sera bien sûr là. Excusez-moi, il n'y a pas de week-end à débrief. Non, parce qu'on aimerait quand même que le Racing Café finisse avant 3 heures du matin. Donc, on va essayer de réduire un petit peu la voilure sur ce qui est possible. On ne fait pas encore nos 24 heures, ce sera pour plus tard, ça, bien évidemment. Les 24 heures du Racing Café. Mais du coup, les amis, les 24 heures du Mans, c'est ce week-end la 89e édition des 24 heures du Mans. Une course qui continue de se balader un petit peu dans le calendrier. L'an dernier, c'était en septembre. Maintenant, c'est au mois d'août, évidemment, avec toutes les restrictions et toute la pandémie qui continue. Mais cette fois-ci, avec des fans. Il y aura quand même 50 000 spectateurs présents sur le circuit des 24 heures du Mans. C'est un cinquième de la capacité habituelle. On table sur entre 235 et 250 000 en général sur les 24 heures. Donc ça reste quand même une foule qui sera tout à fait satisfaisante. Et du coup, messieurs, on va commencer par cette première année du coup des hypercars. Alors on l'a souvent évoqué, évidemment, ce nouveau règlement hypercar ici dans le Racing Café. Toujours avec, en avançant un petit peu reculons. Et puis, la journée test nous montre que, en tout cas, sur les chronos qu'on a là, les 3 marques peuvent, en tout cas, lutter techniquement sur le chrono LFB sur le début, en tout cas sur cette journée test. Est-ce que tu penses que ça va tenir comme ça? Est-ce que tu penses que Glickenhaus aura de quoi rivaliser face à Toyota, ou alors est-ce que ça va vraiment continuer au fil de la semaine et monter en puissance? Oui, tu lances bien le débat et effectivement toutes ces questions on se les pose, Michael, et elles ne vont cesser de nous traverser l'esprit. Écoute, moi ce que j'ai envie de te dire pour lancer les choses, 5 hypercars au départ, ne nous voilons pas la face les amis. Pour la catégorie Rennes, c'est ce que j'appelle moi une année de transition entre effectivement un nouveau règlement qui fait que ça évolue et un centenaire qui se profile dans 2 ans où tout le monde va vouloir participer. On est a priori dans 2 années, 2021-2022, qui vont être un peu des années, oui, je reprends l'expression, de transition. Donc sur le papier,
ça fait pas beaucoup d'avoir que 5 voitures de la catégorie principale. Et effectivement, nous paraît très ancien le temps où il y avait 3 Porsche, 3 Audi et 2 Toyota au départ, et on avait une bataille royale pour la victoire, et ça retenait l'attention de tous. Cette année, on ne peut pas dire que ce soit du même calibre, faut être honnête. Bon, malgré tout, ben, on est tellement picousé, évidemment, à la compétition automobile, et on aime tellement ça, qu'on se dit, hein, vous comme moi, je suppose, que ben, finalement, il y a peut-être quand même beaucoup de choses qui sont plus ouvertes qu'on croyait, avec effectivement cette première constatation ben, que ça va beaucoup moins vite qu'avant, puisque donc, même si les chronos, je pense, sont amenés à descendre au fur et à mesure de la semaine, ben, ça tourne aux environs de 3,30, et pas moins, a priori, même si Toyota a peut-être un peu caché son jeu, le fait est qu'on est passé d'un coup de 3,17, 3,15 à 3,30, bon, et que les Glickenhaus sont effectivement juste derrière et que l'Alpine n'est pas loin du tout. Et ça, je pense qu'on s'y attendait pas. Alors, on avait déjà eu, hein, bon, je papote un peu, là, vous m'interrompez si je suis trop long, mais on avait déjà eu un aperçu que c'était beaucoup plus serré qu'on croyait bah, dans les dernières manches WEC, ouais. Où effectivement, on avait cru comprendre que la Glickenhaus était larguée en début d'année, puis on s'est aperçu dernièrement que bah non, finalement, elle n'était pas si loin que ça. Tant et si bien qu'elle fait même le meilleur chrono de la journée test. Bon, donc, la Glickenhaus semble avoir du potentiel, j'ai envie de dire ça. Bon, maintenant, si vous me demandez tout de suite que si la Glickenhaus peut gagner, je vous réponds tout de suite non. C'est pas possible, je peux pas le croire. Bon, et je me souviens moi de l'année 2017 où nous avions donc 2 LMP2 sur le podium, hein, les 2 Jackie Chan. Bon, voilà. Et ben moi, je veux croire. Tu vois, Michael, j'essaie de te répondre, puis j'essaie un peu même d'élargir le débat, mais je veux croire que cette année, c'est une année à podium largement faisable pour une équipe P2. Et oui. Ah bah clairement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Elles sont pas très loin en rythme, et la fiabilité des hypercars risque de poser défaut, Fab. Alors, pour pondérer aussi un peu ce que vient de dire LFB, sur un tour, on est d'accord que les performances de toutes ces voitures s'équivalent. Il n'y a aucun souci. Mais tout le monde sait qu'en endurance, ce qui est important, c'est la durée d'un relais. Et sur la durée d'un relais, une Toyota va faire au Mans, au minimum, 2 tours, 1 tour et demi, voire 2 tours de plus qu'une Alpine. Le problème, il est posé, il est simple, il est clair. Tu peux aller beaucoup plus vite que la Toyota. Le problème, c'est que ton réservoir de 48 litres, il ne va pas s'agrandir. La Toyota, elle a quasiment le double en capacité d'essence. Donc, le problème d'Alpine, il ne peut se résoudre que si les Toyota ont des problèmes. En ce qui concerne la Glickenhaus, oui, sur un tour, la voiture est très rapide, mais n'oublions pas qu'à Portimao, comme à Monza, la voiture a connu des petits problèmes de jeunesse, des problèmes mécaniques, avec de la casse mécanique suite à des contacts, mais aussi des problèmes au niveau des différents trains d'avant, des gros problèmes de surchauffe de frein. Donc là, on a de la chance, on ne devrait pas avoir une semaine du Mans caniculaire, ça ne devrait peut-être pas trop handicaper la Glickenhaus, mais on voit aussi que l'aéro de la Glickenhaus entre Portimao et Monza a évolué, qu'on essaye par tous les moyens de refroidir ces freins qui ont tendance à un petit peu à surchauffer. Donc, sur le papier, Toyota, oui, n'est pas forcément favori, mais Toyota a pour elle quand même l'expérience de ces années LMP1. Alpine reste un solide, très solide candidat parce que, bien entendu, sauf si vous débarquez, vous le savez peut-être, mais cette voiture, c'est la Rébellion. La Rébellion, la R01, je crois, c'est ça, qui existe depuis 2017. Et depuis la première année où cette voiture a été engagée au Mans, a toujours terminé 2e ou 3e des 24 heures du Mans. Donc, autant vous dire que cette voiture a certainement de grandes chances cette année, et peut-être la seule et unique chance qu'aura Alpine avant qu'elle nous révèle peut-être la suite de ses ambitions en endurance. Mais pour moi, le vrai candidat à la victoire, c'est Alpine. Et pour continuer sans LFB avec des P2 sur le podium. Voilà. C'est ça, parce que n'oublions pas aussi que du coup, effectivement, l'Alpine, c'est une LMP1 qui a été bridée pour se
justement se référer au règlement hypercar, avec aussi ce système de stratégie de réalité en essence qui serait un petit peu différent et des relais beaucoup plus courts. Les LMP2, c'est un petit peu la même chose. On a dû ralentir les LMP2 pour éviter évidemment le cabouflet qu'aurait été de voir des LMP2 plus rapides sur un Tour du Mans que les hypercars, et ils l'ont réussi, puisque sur la journée de test, on avait, je crois que c'était Paul Louchata qui a fait le meilleur temps en LMP2. Il a 1 seconde 9 environ de la Glickenhaus. Mais du coup, là aussi, on a enlevé de la puissance, on a rajouté du poids, mais du coup, ça crée peut-être des ennuis de fiabilité en moins pour ces voitures-là qui vont moins tirer sur la mécanique, Gaël. Elles vont être moins sollicitées que les dernières années. Du coup, effectivement, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une Alpine devant 2 LMP2 dimanche? Ouais, c'est totalement possible. C'est vrai que moi, je me disais, finalement, cette année, on va certainement voir peut-être une hypercar remporter les 24 heures du Mans. Enfin, celle qui remportera les 24 heures du Mans sera peut-être celle qui aura passé le moins de temps à son box. Parce que, honnêtement, je vois très bien, je ne le souhaite pas, mais c'est la course qui veut ça, mais je vois très bien des soucis et pour les Toyota, et pour les Glickenhaus, et pour Alpine. Et c'est peut-être là qu'on va voir qui va tirer son épingle du jeu, quelle équipe aura, entre guillemets, les reins plus solides, ou l'expérience, entre guillemets, voilà, pour se sortir de ce mauvais pas. Alors, Glickenhaus, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'ambition, ils ont beaucoup de... Enfin, voilà, ils ne sont pas venus ici pour faire le nombre, mais est-ce que, voilà, ils ont l'expérience va peut-être faire défaut face à un Toyota, ou même peut-être face à Alpine. En tout cas, c'est vrai que tout le monde le dit, franchement, tout le monde s'accorde à dire qu'une LMP2 sur le podium au général, c'est possible. Donc, alors après, derrière, c'est la guerre, hein, parce qu'au niveau des LMP2, voilà les écuries qui se présentent. Je ne mise sur personne. Je ne dis même pas un nom, c'est impossible. C'est vrai que là, pour le coup, trouver le vainqueur du LMP2, va falloir être très très fin. Hein. Alors moi, je mets une pièce sur Jota quand même. Je ne sais pas pourquoi, si vous me demandiez, parce que Antonio Félix d'Acosta, je pense que là, il a vraiment envie de montrer que ce ex-champion FE, alors, évidemment, est super fort. Anthony Davidson, il y a de Borès, c'est très solide. Gonzalez, ça va pas mal. Enfin, je sais pas, moi je verrai bien. Mais bon, si on résume la situation, Michael, tu es d'accord? Toyota forcément favorite. L'usine, le premier ou deuxième constructeur mondial, 3 victoires consécutives ces dernières années. Bon, bah c'est sûr, c'est le mastodonte, c'est Goliath, forcément. En revanche, ce qui va contre, alors que je vois quand nous avons un invité en direct live. Bon, voilà. Un ami Greg qui vient en régie, rassurez-vous, il sera là. Il est pimpant. Je peux vous dire qu'il est pimpant. Vous verrez ça dans le live. Il faudra rester jusqu'au bout, bien sûr. Bon, bah, salut Greg. Ravi de faire ta connaissance. Mais j'enchaîne parce que j'étais parti. Donc, mais Toyota, quels sont les 2 petits écueils qu'on leur trouverait ou qu'on va leur trouver? C'est le fait que Toyota, il a fallu attendre longtemps pour qu'il gagne. On le sait tous. Hein, on n'a pas besoin de refeuilleter l'album à la maladie, aux malédictions de Toyota. Mais encore l'an dernier, les amis, c'était la 7. Hein, on est d'accord qu'il devait gagner l'an dernier. On voulait que ce soit la 7. C'est pas la 7 qui a gagné. Bon, cette année, je pense honnêtement que c'est la même chose. Si chez Toyota, on pouvait choisir d'un coup de baguette magique qui va gagner, on voudrait que ce soit la 7. Parce que voilà, Kobayashi gagnerait, parce que les autres gagneraient aussi. Puis voilà, bon. Et des fois, ça marche pas comme ça. Et chez Toyota, Dieu sait qu'ils ont prouvé que ça marchait pas toujours comme ça. Et puis, il y a cette première année en hypercar où même tout Toyota qui sont, je pense que oui, il y a un peu d'angoisse. Bon, en face, il y a Glickenhaus. Mais Glickenhaus, si j'étais méchant, je vous dirais, est-ce que c'est pas les nouveaux Baïkoles? Est-ce que c'est pas l'équipe qui va dès la fin du premier quart d'heure nous rentrer une voiture au stand parce que ça y est, il y a déjà un souci et qui le soir à 23h va abandonner? Bon, je suis méchant. Oui. Là, t'es dur parce que ils ont prouvé bien plus que Baïkoles n'a prouvé pendant toutes ces années de présence. Pour le moment, je respecte énormément la Scuderia Glickenhaus. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un peu plus solide, c'est un peu plus sérieux et c'est un peu plus compétitif, quoi qu'il arrive, et les pilotes sont excellents, on est tous d'accord. Bon, ce ne sont que des outsiders et moi, j'arrive pas à les imaginer sur le podium et peut-être même pas à l'arrivée. Bon, voilà.
Alpine, c'est notre coup de cœur à tous. Oui, ce serait évidemment extraordinaire, quelques jours après la mort de Jean-Pierre Josso, avec tous les souvenirs qu'on a de cette épopée qui a commencé dans les années 60 d'Alpine, avec ce qui se passe actuellement en Formule 1, la victoire d'Ocon. Oui, bon voilà, on est tous d'accord, ce serait génial. Maintenant, est-ce qu'Alpine, c'est pas un petit peu un syndrome Pescarolo Sport, où il y a de la motivation, il y a un code d'amour extraordinaire, mais à un moment donné, ça suffit pas pour aller chercher une équipe d'usine et vous avez dit excusez-moi André, parce que j'ai vu on voit de ces images ici, vous pouvez vraiment un jour on vous fera un compte parallèle où vous verrez juste les off du Racing Café et vous passerez un moment extraordinaire, bien sûr. Ouais, ça mais c'est vrai, on peut penser que c'est la petite équipe parce qu'ils auront effectivement les moyens d'aller beaucoup plus loin chez Alpine qui risque, on va pas se cacher, c'est un peu un secret de polichinelle, qui risque quand même d'annoncer ce week-end un programme bien élargi, ou en tout cas vraiment une arrivée en hypercar très prochaine. Il y aura toute la parade Alpine avant le départ, sur les coups, je crois que c'est 14h10 à peu près qu'on aura le départ, justement avec cette parade Alpine. On aura Fernando Alonso dans la Formule 1, Esteban Ocon dans la GT4, on aura Laurent Rossi aussi qui sera au volant. Tu signalais aussi Jean-Pierre Josso, très belle petite pensée qu'ils ont eu, puisque aux côtés des noms d'André Negro, Mathieu Vaxivière et Nicolas Lapierre, ils ont mis le nom de Jean-Pierre Josso sur cette Alpine. Ce serait évidemment un formidable hommage. Si la voiture bleue venait à s'imposer au niveau. Ce qui nous demande, donc le LMDH c'est que pour les Allemands et l'hypercar pour les autres. Exactement, ça se trouve, la LMDH c'est une préposition allemande en fait. C'est pour ça qu'il n'y aura que Porsche et Audi dans cette catégorie. On parle effectivement d'Alpine beaucoup. Est-ce que ce serait pas finalement, on l'avait déjà un petit peu évoqué par le passé dans Racing Café, la victoire qu'on aimerait aussi peut-être justement du côté de la CO pour tendre encore plus la main vers Alpine, et aussi pour Alpine ce serait très utile, Fabien, dans ce grand portfolio où on veut relancer la marque à fond. On peut pas la relancer mieux qu'en gagnant un Grand Prix de Formule 1 et un mois après les 24 heures du Mans. Ouais, alors le problème c'est qu'ils lancent la marque dans du tout électrique, donc victoire aux 24 heures du Mans, bien entendu, ça va mettre du prestige sur le nom du constructeur, mais au final, la stratégie totale de la marque, je ne sais pas si ça ira en adéquation avec cette victoire au Mans dans quelques années, mais en tout cas, c'est certain que cette victoire, ils savent que cette année, c'est l'année ou jamais. C'est l'année ou jamais. L'année prochaine, il y a Peugeot. Peugeot, la voiture, elle va commencer à rouler très prochainement. Ils vont arriver, la voiture, ça fera 2 voitures en plus qu'il faudra essayer de dépasser en course, avec, une fois de plus, le même problème de réservoir. Et ça sera insurmontable. L'année prochaine, Toyota aura une année d'expérience. La GS 010 sera aboutie, fiabilisée. Les problèmes connus cette année n'existeront plus. La glickenage, je la mets encore une fois de côté parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Mais si Alpine veut inscrire son nom au palmarès des 24 heures du Mans, c'est en 2021, point final. Après, au-delà, 2023-2024, face à tout ce qui va arriver, attention, la compétence de cette équipe, je parle aussi bien de Signatech que des moyens en ingénierie de Renault, sont tout à fait capables de construire une voiture qui pourrait s'imposer au match aux 24 heures du Mans face à une concurrence incroyable. Mais au final, si on regarde les 3 dernières victoires de Toyota, laquelle est la plus prestigieuse? J'en trouve pas, parce qu'ils ont gagné les 3 dernières années en s'imposant un petit peu face à eux-mêmes. Non, c'est la première avec Alonso. Voilà, Fernando Alonso l'a dit. En 2018, il gagne l'édition la plus disputée de l'histoire des 24 heures du Mans. Et ce que dit Fernando Alonso est une vérité absolue. Et je n'ai pas ma casquette de la mauvaise foi, j'en suis très désolé, les amis. Non, mais tout simplement pour dire que, tout de même, au final, qu'est-ce qu'on retient? Que tu as gagné contre peu de concurrence ou que tu as écrit ton nom au palmarès? C'est le nom qui reste. Le reste, la manière dont tu as gagné, finalement, on s'en fout. Et on ne va pas oublier que dans les 13 victoires que Audi a remportées aux 24 heures du Mans, il y en a beaucoup, c'était juste contre Henri Pescarolo, et qui était une petite équipe privée et qui a fait mordre plus d'une fois la poussière à un grand constructeur. Donc, honnêtement, mais allez-y, gagnez-la cette année, Alpine, on s'en fout, vous l'aurez gagné. Après ça, mais si vous remettez 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans à regagner, c'est pas grave, vous l'avez gagné une fois, c'est le principal.
Exactement. Et certains, Gaël, qui aimeraient la gagner au moins une fois, t'en parlais, LFB, c'est ce fameux équipage de la numéro 7. À un moment donné, il y a une poupée vaudou Toyota numéro 7 quelque part dans le commerce, je sais pas, il y a un truc qui doit se passer parce que sur les 3 dernières années, ils étaient quand même très régulièrement en lice pour s'imposer aux 24 heures du Mans dans les années où Toyota a gagné. Si on prend encore évidemment les années précédentes, Gaël, je pense que je ne te ferai pas injure en te rappelant qu'en 2016, ce n'était pas la numéro 7 mais la numéro 5, ça c'est quand même joué à pas grand chose. Donc, à ton avis, est-ce que ça peut quand même enfin le faire pour Michael Ware, José Maria Lopez et Kamui Kobayashi cette année? J'ai envie de te dire, même si tout le monde le voulait, même si Toyota le voulait, il y a quand même une phrase qui reste, c'est Le Mans qui choisit son vainqueur. Donc, on verra. Tout peut se passer. Il va falloir passer les premières heures, l'épreuve de la nuit, les longs relais, le trafic, etc., etc. Alors oui, forcément, ça serait bien que la 7 gagne enfin, puisqu'on est sur 3 victoires consécutives de la 8. Ça serait bien que l'équipage de la 7 soit enfin récompensé. L'an dernier, c'était eux, mais bon, une crevaison, on a voulu autrement. Donc, encore une fois, c'est Le Mans qui décide. Et sinon, pour revenir à Alpine, petit clin d'œil qu'ils ont fait, s'ils montent sur le podium, ça fera un podium de plus pour Josso. Ben oui, puisque son nom a été rajouté sur la voiture. Exactement, Jean-Pierre Josso qui s'était imposé à 2 reprises, notamment en 78 avec Alpine, mais c'est vrai qu'il a collectionné les podiums aussi, Jean-Pierre Josso, aux 24 heures du Mans. On l'avait évoqué évidemment lors de son décès. Moi je vais aller camper du côté de la cathédrale Saint-Julien du Mans, voir si il n'y a pas des gens de chez Toyota avec des petits cierges, des petits trucs, là, voilà. Un Mike Conway déguisé peut-être, je ne sais pas, on essaiera de... Par contre, cette année, on souhaite tous une victoire alpine, et effectivement, ça serait pourquoi pas si chouette. Par contre, attention, il ne faudra pas bégayer si c'est Montoya qui gagne et qui fait la triple couronne. Je dis ça, je dis rien. Je peux même pas imaginer, parce que s'il reste tout le week-end, Alonso, mais la syncope qu'il va y avoir là, je peux même pas l'avoir. Je peux pas l'avoir en peinture, ce serait absolument terrible. Ouais. Dragon Speed, j'y crois moyen, mais bon, pourquoi pas, hein. Ça va se jouer sur la fiabilité. C'est vrai que Dragon Speed était assez loin au niveau des temps lors de la journée test, parce qu'effectivement il faut qu'on parle bien sûr de cette catégorie LMP2, parce que bon Dieu, je pense que faire un pronostic serait de toute façon extrêmement hasardeux, puisqu'on va se retrouver après l'Hyperpole, les 6 voitures auront quasiment fait toutes le même chrono, les 6 voitures qui seront qualifiées pour l'Hyperpole. On vous parlera un petit peu de tout le programme et de tout le système de qualification cette année au Mans, mais encore une fois ça promet une catégorie complètement folle. Il y a plus de 20 voitures engagées, si je ne dis pas de bêtises, en LMP2. On va avoir messieurs, une bataille complètement dingue du côté de cette catégorie, comme souvent finalement. C'est toujours une des catégories les plus intéressantes à regarder au Mans, mais là, ça va être extraordinaire. Oui, non, mais là cette année, attends, je suis le premier à avouer, les amis. Je vous parlais de l'année 2015, par exemple, vous avez 3 Audi, 3 Porsche et 2 Toyota. Faut être honnête, on sait très bien que le podium final est promis à que ce soit du LMP1, et sur ces 8 voitures stars, ça va aller au bout, c'est sûr. Et c'était pareil quand il y avait Audi face à Peugeot un petit peu avant. Bon. Donc la catégorie LMP2, qui n'était pas très fiable à l'époque, il faut aussi bien le reconnaître, c'était vraiment une sous-catégorie, si je devais employer un terme un petit peu dur, qu'on suivait vraiment en 2e division. Mais cette année, non, on sait tous, et on l'exprime depuis tout à l'heure, que là, il y a une vraie ouverture qui se dessine, de par le nombre réduit des hypercars, et de par, effectivement, des fiabilités beaucoup plus certaines, quoi. Donc, quand vous vous appelez United, quand vous vous appelez Iota, quand vous vous appelez même WRT qui flambe depuis le début de la saison, c'est clair que vous avez une carte à jouer. Et vous devez jouer votre carte. Enfin, je veux dire, voilà, là, il faut aussi assumer qu'il y a une ouverture. Il y a peut-être une ouverture pour Alpine qui va se jouer, mais il y a une ouverture certainement pour les P2, pour aller chercher une place de prestige. Si Jackie Chan l'a fait il y a 4 ans, United, voilà, je vais dire United, qui quand même règne sur l'endurance en P2 depuis 2 ans, United peut le faire. Bon, moi, ce que j'aime bien dans cette catégorie P2, c'est que ça a toujours été aussi pour moi une catégorie où des pilotes français qu'on connaît, qu'on adore, peuvent s'exprimer. Moi, quand je vois Paul Louchatin qui fait la pole en P2 il y a quelques années, je kiffe. Quand je vois Patrick Pilet qui les rejoint, j'adore. Quand je vois mon ami Tristan Gomandi, que je salue parce que vous savez qu'il intervient régulièrement sur l'Afterlap, évidemment je suis content de voir qu'il peut se battre peut-être pour les positions. Quand je vois le Panis Racing qui peut gagner une manche WEC, qui là peut-être se dit on peut peut-être enchaîner et continuer sur notre lancée, c'est génial. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé ces forces françaises.
où il y avait Alpine d'ailleurs avant qu'il monte d'un échelon. C'est ce que j'allais dire. Nicolas Pierre a sauvé sa carrière grâce au LMP2. C'est ça. S'il est de retour en P1 cette année en étant le grand frère de cette équipe Alpine, c'est parce que Nico a montré un acharnement, une fidélité, un attachement à cette catégorie LMP2 dans laquelle il s'est parfaitement reconverti et où il a montré que de toute façon, même s'il montait d'un cran, il garderait cette vitesse. Le LMP2 est maintenant devenu une véritable référence. Et j'ai un peu peur sur son avenir à partir du moment où les LMDH et les hypercars vont prendre le dessus. J'ai bien peur que malheureusement nous vivions les 2 dernières saisons avec des LMP2, surtout que il faudra remplir les rangs lorsque le GT3 Pro va arriver. C'est obligé qu'il y ait une catégorie qui saute. Et malheureusement, qui est-ce qui va sauter? C'est le P2. Il n'y a que 62 garages. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire il y a 62 garages. Tu mets 15 hypercars et le reste, tu le remplis avec du GT3 qui devra passer par une préqualification pour pouvoir rentrer au Mans parce qu'il y aura tellement de marques dans cette catégorie GT3 que la liste d'attente dans cette catégorie elle sera longue, quoi. On aura le Nürburgring, les engagés du Nürburgring, les engagés des 24 heures de Spa, plus toutes les équipes qui roulent déjà en WEC qui vont s'engager dans cette catégorie. Disons que dans 5 ans, quand le GT3 aura remplacé le GTE, c'est ce qui devrait logiquement arriver, on va peut-être se retrouver au début avec du LMP2 avec 5-6 engagés finalement. Oui. Ouais, en transition, c'est tout à fait possible. Xoran nous demandait d'ailleurs pourquoi il y a autant de LMP2, mais c'est simplement parce que c'est une catégorie qui est beaucoup plus abordable financièrement, puisque c'est quasiment monotype. On choisit sur différents vendeurs de châssis, mais c'est quand même Oreca qui a la plus grosse partie du gâteau très largement. Donc forcément, ça coûte beaucoup moins cher de faire un programme en LMP2 et ça reste très compétitif. Comme on vous le disait tout à l'heure, si on regarde les chronos, on est en 3,29 pour la Glycolos la plus rapide et 3,31 pour la LMP2 la plus rapide. Donc là, effectivement, les performances en plus se sont fortement resserré. À partir du moment, comme tu le disais Fabien, où le LMDH c'est une base de LMP2, c'est comme ça en tout cas que c'est aux États-Unis actuellement avec le DPI, forcément oui, c'est sûr que le LMP2 risque de vivre ces dernières saisons. C'est un très bon coup pour pas mal de pilotes, effectivement, et pas mal de structures qui sont là aussi depuis des années et qui vont pouvoir jouer des places de très haut rang cette année aux 24 heures du Mans, et ça, ce sera évidemment très, très intéressant. Mais ce qui va être surtout intéressant, Michael, c'est que de toute façon, si tu fais pas le Mans, c'est pas grave, parce que avec une équipe qui dit bon, je peux pas te faire rouler au Mans, mais je peux te faire Daytona, je peux te faire Sebring ou je peux te faire Petit. Le pilote à qui on propose ce programme, il se dit c'est peut-être pas mal quand même. Et c'est la même voiture que ces équipes vont pouvoir engager. Là, mais une fois de plus, la CO et la FIA et l'IMSA ont rendu possible le rêve de beaucoup de monde, que ça soit nous, la presse, que ça soit les constructeurs, les pilotes, les fans. Ils ont unifié l'endurance. Et que ça soit avec du P2, que ça soit avec du LMDH, de l'hypercar et des GT3, on s'en fout au final. Ce qu'on veut juste, c'est des belles courses internationales, retrouver des noms, on en a des noms mythiques du monde de l'endurance, mais là, on va retrouver des mecs qui pourront, sur une année, faire un grand chelem. Imaginez le truc, quoi. Ah oui, imaginez, c'est fabuleux. Surtout ce que les gens veulent. Donc, ce que les gens veulent, c'est des éditions comme Le Mans 97, 98, 99. Tu ne savais pas à l'avance qui allait gagner. Et 2023, ça sera ça au centuple. C'est ça. Quand on aura 15 hypercars, dont 12 qui pourront jouer la victoire, ce sera effectivement complètement dingue. Est-ce qu'on peut pas imaginer, si on veut à tout prix garder dans le futur une catégorie prototype en dessous du LMDH et de l'hypercar, on pourrait pas imaginer peut-être la LMP3, puisqu'on irait vers le GT3, les LMP3 qui feraient la bascule et qui viendraient aux 24 heures, puisqu'elles roulent déjà sur Road to Le Mans. On rappelle qu'il y a une des courses de support, c'est justement LMP3 et GT3 dans cette course-là. Peut-être que ça pourrait être une porte de sortie pour certaines de ces équipes. Franchement, je vais te dire un truc. Le business généré par ces voitures n'est pas suffisant, je pense, pour pouvoir créer une catégorie à part entière à ce niveau de compétition. À mon avis, il vaut mieux ouvrir le champ aux LMDH qui seront moins chers qu'une GTE à faire rouler et avoir des LMDH, des hypercars en faisant du programme. Ça suffira largement.
un pilote amateur qui fournit un budget complet pour une voiture en LMP2, ça va peut-être lui coûter, je sais pas, je vais dire un chiffre comme ça au hasard, mais peut-être 50, 100 ou 100 000 euros de plus pour rouler en LMDH. Qu'est-ce qui va aller s'embêter à vouloir essayer de rouler dans une MP3 alors qu'on peut le faire rouler dans une classe qui peut potentiellement lui faire gagner les 24 heures du Mans. Non, j'y crois pas trop. Oui, va falloir surveiller dans les 2-3 années qui viennent quelle va être la hiérarchie. Mais moi, on imagine tous une hiérarchie en mode de pyramide. Au sommet de la pyramide, vous avez les 24 heures du Mans qui va rester l'équivalent d'un championnat du monde sur un week-end de l'endurance mondiale. Bon, d'accord, c'est le sommet absolu qu'il faut gagner dans une année. L'étage juste en dessous, vous rajoutez Daytona, Sebring et Petit Le Mans. Effectivement, vous avez le quatuor magique des grandes courses d'endurance. Et puis, l'étage en dessous, vous avez le WEC qui continuerait, le championnat du monde d'endurance. Et l'étage en dessous, la base de la pyramide, moi, je vois bien le LMS qui continuerait. Et là, si Michael, tu dois toujours évoquer une sorte de répartition des catégories, effectivement, s'il y a déjà plus de 10 LMDH au départ du Mans, et ça va descendre petit à petit, et la logique voudrait qu'en bas, en ELMS, on retrouve peut-être effectivement du LMP3 et je ne sais pas quoi. Mais bon, à un moment donné, oui, il faudra bien se positionner. Et l'ACO, je pense, a quand même suffisamment de labels et de championnats pour que tout le monde ait de quoi jouer en fonction de ses budgets, ses ambitions. Franchement, là, je suis plutôt assez optimiste à ce niveau-là. Et tout le monde ne se retrouvera pas au Mans, quoi, c'est sûr. Voilà. Ah oui, non, mais c'est ça, non, mais à un moment donné, les 152 voitures au Mans, ça ne sera pas le cas, les amis, on vous le dit déjà. Il y en aura déjà 90 vendredi pour l'épreuve de Fun Cup. Profitez de ça, ça sera encore un grand moment des 24 heures du Mans. Je peux vous dire que pour le premier passage des Unaudières avec les Fun Cup, ça vaudra le coup, avec ces petites coccinelles. Un mot du GTE, les amis, le GTE Pro et AM, évidemment, on a les deux sous-catégories en GT. Là aussi, la bagarre promet d'être belle. J'ai envie quand même de donner un petit coup de chapeau et aller à une petite pièce sur Comblé-de-Gard, tiens, sur la Ferrari 51. Ce serait chouette pour le pilote français qui puisse gagner le Spa et le Mans en un mois, finalement, puisqu'il vient de remporter les 24 heures de Spa aux côtés d'Alessandro Pierguidi et Niklas Nielsen. Alessandro Pierguidi qui sera avec lui d'ailleurs sur la numéro 51. Il y aura aussi James Calado aussi, bien entendu. On retrouve quelques voitures, bien sûr, dans cette catégorie GTE Pro, parce que c'est un petit peu tristoun. Il y a les Corvettes qui sont là pour le Mans, mais c'est vrai qu'en WEC, c'est un petit peu tristounet. Honnêtement, actuellement, on peut quand même espérer une assez belle bataille, messieurs, sur cette. Oui, mais on est obligé de peut-être constater, si on était assez honnête, qu'il y a 2 ans, par exemple, ce qui nous intéressait, c'était le LMP1 pour la victoire finale et au général. Et peut-être que la deuxième catégorie qui nous intéressait le plus, c'était le GTE Pro. En tout cas, moi, ça a pu être mon cas. Le P2, on savait qu'a priori, ça ne jouait pas forcément le podium parce que c'était impossible. Donc, GTE Pro, la bataille au sommet Ferrari, Porsche, Aston Martin, Corvette, oui, c'est là aussi, je reprends l'expression, c'est un championnat du monde de GT sur un week-end. Bon, donc c'était génial. Bon, cette année, non, je suis désolé. Après l'hypercar, où on est tous impatients de voir qui va pouvoir tirer son épingle du jeu, et cette bataille P2 qui va se rajouter forcément à cette bataille globale, ça y est, les 2 catégories qu'on va suivre en priorité, c'est celle-là, qu'on le veuille ou non, on va suivre la logique. Donc hypercar d'abord, P2 ensuite, parce que tout ça c'est lié, et ensuite seulement GTE Pro qui descend d'un rang. Je suis obligé de le dire. Alors évidemment, on connaît la valeur d'un Calado, on connaît la valeur d'un Kevin Estre, on connaît la valeur d'un Tom Milner. Oui, évidemment, c'est des super pilotes, c'est dans des super équipes, et le fait d'entendre une Corvette sur le circuit du Mans, ça fait frémir. Et d'avoir cette bataille encore Ferrari-Porsche, voilà. Mais bon, voilà. Mais il n'y a pas Aston Martin. Ça fait plus frémir une Corvette. Ouais, bon. Une Corvette moteur turbo. Oui. Non, mais oui, sans doute. Il y a la Porsche qui faisait frémir. Oui, voilà. Sinon, c'est avec la Corvette. Et bon, ça, c'est tristoun pour reprendre ce que tu disais. Et c'est vrai que là, entre le pincement au cœur, les regrets, la frustration et une déception, il y a un peu de tout ça, quand même mélangé pour le GTE Pro. Je crois qu'on peut que honnêtement le dire. Je suis assez d'accord avec LFB par rapport à ça. Là, le GTE Pro, on sent vraiment la fin d'une ère. Les constructeurs, ça coûte. Et si on le maintient une année supplémentaire, c'est parce que des équipes viennent de dépenser 1 million d'euros pour se fournir ce genre de voiture. C'est la seule et unique raison pourquoi le GTE Pro est encore là. Après, bien entendu, il y a aussi des accords à obtenir pour que des championnats labellisés SRO
comment dire, ne souffre pas trop de ce nouveau plateau qui va se créer lorsque les GT3 arriveront en WEC et aux 24 heures du Mans. Mais ça marche super bien en IMSA, le GTLM et le GTD. Au final, les gens qui sont néophytes n'arrivent pas à faire la différence entre ces deux catégories. Ces GT3 sont toutes plus belles les unes que les autres. Là, j'ai parlé récemment avec Augusto Farfus qui a développé quasiment l'intégralité de la nouvelle M4. Il me dit c'est la plus belle voiture que j'ai eu à développer de ma carrière et c'est peut-être la meilleure GT3 de l'histoire du GT3 qui arrive là bientôt en compétition. Donc pourquoi continuer à faire rouler des caisses dont le moteur, par exemple, coûte aussi cher en entretien que celui d'une NMP2? Tout ça parce que les constructeurs, leurs caisses, ils vont plus en faire des nouvelles. Ils vont plus investir pour les faire évoluer. Si Porsche, allez, pour faire plaisir aux clients, il va faire un petit kit supplémentaire. Mais arrêtons le truc. On va encore avoir de belles bagarres. Mais je veux dire, Ferrari, Porsche, en GTE Pro, ça nous fera jamais rêver comme une bagarre Ferrari-Porsche qu'on aura en hypercar dans 2 ans. Bon, de toute façon, il manque Aston Martin, ça, on m'empêchera pas de le dire. Ça, c'est sûr que bon, voilà, ok, ils sont pas là, mais quel regret. Corvette, j'y crois pas cette année. Je pense qu'ils sont un peu faibles. Voilà, donc ça le fera pas. Voilà. Et puis, il y a 2 équipes un peu qui complètent le plateau, qui sont WeatherTech et Hub Auto en mode semi-privé, enfin aidé forcément, mais bon, difficile d'imaginer qu'ils peuvent aller. Mais bon, sait-on jamais, oui, comme toujours. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu faible. En GTE-AM, on connaît les problèmes de cette catégorie. Il y a le nombre. Difficile de s'enthousiasmer ou de se passionner par des pilotes qu'on ne connaît pas bien, qui ont parfois un statut un petit peu d'amateur, disons-le, mais c'est évidemment pas péjoratif. Et où, effectivement, parfois, on a du mal à se focaliser sur une bataille qu'on a du mal à suivre parce que, quelque part, on ne les connaît pas. Maintenant, nous, de l'intérieur, évidemment, AF Corse d'un côté, Aston Martin, là, qui pour le coup sera bien là, les Allemands Team Project, enfin bon, non, il y a du beau monde et on frémira. Ça dit le LFB, Le Mans sans les GTE-AM ne serait pas Le Mans. Voilà, tout à fait. C'est ce qui fait l'âme de cette course. Oui, bien sûr. Qu'un pilote amateur soit en mesure de se retrouver à un moment ou un autre, porte contre portière, avec Sébastien Buemi qui joue pour la victoire, c'est l'essence même, c'est pourquoi cette course existe. Donc, même si effectivement on suivra ça d'un œil un peu d'un coin de l'œil, mine de rien, à Monza, on a eu le droit à une des plus belles passes d'armes de la course en GTE-AM. Augusto Farfus en baston contre, je crois que c'était une autre Aston, je crois que c'était Oshino, c'était Fuji. C'était Fuji, qui est un concurrent qui roule en GT300 au Japon, donc c'est-à-dire qu'il connaît par cœur les voitures de la catégorie GT3. Leur baston a été un petit peu enrayé par la réalisation qui devait montrer le vainqueur de la course, mais on a eu un tour et demi de Monza avec les 2 voitures collées l'une à l'autre, avec l'épaisseur d'un papier cigarette entre les 2 voitures. Donc, là, c'est le commentateur qui vous parle, et LFB, tu vas certainement aller dans mon sens, mais lorsqu'une course perd de son intérêt dans les catégories supérieures, on va aller le chercher ailleurs. Et ça nous est déjà arrivé de s'enthousiasmer pour, par exemple, François Perraudot qui se bat pour le podium dans la catégorie GTE-AM. Et il faut conserver, je trouve, son intérêt pour le GTE-AM parce que, mine de rien, cette course de 24 heures, ils la font. Ils sont là, au même titre que les autres. Ils ont le respect des mecs qui roulent en hypercar, même s'ils leur filent des sueurs froides de temps en temps. Mais voilà, donc le GTE-AM, moi, j'ai toujours un œil dessus. J'ai toujours beaucoup de respect pour les mecs qui y participent. Et surtout, c'est une antichambre, au même titre que la MP2 l'est pour l'hypercar. Il y a beaucoup de jeunes, je pense à Julien Andlauer, qui est venu faire ses armes en endurance, en GTE-AM. On a des mecs, il y en a un champion du monde de GTE qui roule avec Aston Martin cette année. Donc le GTE-AM doit avoir le respect de chacun parce qu'il est part entière de cette course et de ce championnat du monde.
On peut espérer qu'avec l'arrivée aussi du GT3, justement, à l'avenir, ça restera justement avec ces amateurs, parce que le GT3, le Pro-Am, c'est aussi quelque chose de très important, évidemment. On nous posait la question, justement, toutes les catégories. On va revenir de manière globale maintenant sur l'épreuve. Donc, les catégories. Donc, effectivement, vous avez tout en haut de la pyramide le LMH, donc, qui regroupe ce qu'on appelle les hypercars et ce qu'on appellera ensuite le LMDH plus tard. Le LMDH n'existe pas encore techniquement. On n'a pas encore de voitures qui répondent à cette catégorie, à cette réglementation-là. La Porsche devrait rouler cette année, messieurs. D'accord, donc ça c'est une Porsche. LMDH devrait rouler cette année. D'accord. On n'a pas encore la date, mais sa gestation n'est plus et au-delà de seulement sur le papier. Elle existe, elle est en train d'être assemblée, elle devrait rouler, on l'espère, dans les prochains mois. Ce qui sera très bien, évidemment, parce qu'on rappelle qu'elles vont entrer en compétition en 2023, ces voitures. C'est un très bon programme de test, du coup, pour Porsche notamment, et pour les autres marques qui vont venir. On aura Acura qui sera là, on aura donc Porsche sera avec le team Penske notamment, on aura Audi qui viendra. Ferrari, je ne sais plus si c'est du LMDH ou si c'est de l'hypercar déjà. Hypercar. C'est hypercar, exactement. Peugeot hypercar aussi. BMW a dit qu'il venait en IMSA, mais on ne les voit pas ne pas venir au Mans. Oui, on imagine effectivement qu'ils seront là aussi. Donc il y aura du beau monde dans cette catégorie-là. On va faire ce qu'on appelle aussi à chaque fois, vous connaissez peut-être pas forcément ce terme, ce sont donc des balance of performance, la fameuse BOP. Vous entendrez ce mot-là partout, tout le temps. De toute façon, c'est le sport auto actuel. On essaye donc d'équilibrer au maximum les performances pour que tout le monde puisse venir et puisse avoir son mot à dire. En dessous, vous avez donc le LMP2 qui, lui, est une catégorie beaucoup plus monotype. Vous allez acheter un châssis et un moteur. Donc, ce sont des équipes qui viennent là. On ne va pas aller développer la voiture soi-même, mais ce sont donc les équipes qui vont faire ce championnat. Et puis, vous avez donc les championnats de GT. Et les catégories GT, le GTE Pro, ce sont principalement donc les teams d'usine, même si, comme vous le disiez, donc on a WeatherTech, notamment on a Boto, pour grossir un petit peu, entre guillemets, artificiellement, cette grille en GTE Pro. Et GTE AM, là aussi, c'est aussi la même manière que le LMP2, des équipes qui viennent et qui prennent les voitures, souvent des voitures un peu plus anciennes, et puis surtout aussi qui font donc rouler des pilotes amateurs. C'est très important évidemment, puisque vous pouvez être un pilote amateur et participer aussi aux 24 heures du Mans, monter sur le même podium que les pilotes professionnels à la fin de la course, même s'il faut attendre un petit temps évidemment, le temps qu'on fasse les 3 podiums d'avant, mais en tout cas à la fin vous êtes sur le podium des 24 heures du Mans, et ça c'est évidemment tout ce qui compte au niveau du programme, parce que là on va passer à la partie chargée. Du coup ça commence dès demain, les 24 heures du Mans, c'est quasiment une semaine complète de roulage. Donc demain on aura les premiers essais libres de 14h à 17h, toujours une séance de 3 heures pour débuter justement tout cela. À 19h demain, c'est la séance de qualification. Alors attention, format qui a un petit peu changé depuis l'année dernière. Donc ici, vous allez avoir une séance qualificative donc, dans chaque catégorie. On connaîtra les positions 7 à jusqu'à la fin de la catégorie mercredi soir. Les 6 premiers de chaque catégorie se qualifieront pour l'hyperpole de jeudi. Après les qualifs, on fera encore 2 heures d'essai libre de nuit à partir de 22h, histoire que tout le monde, évidemment, la possibilité de rouler dans toutes les conditions. Le jeudi, rebelote au niveau des essais libres, 14h, 17h pour la 3e séance et 22h minuit pour la 4e. Et entre les deux, on aura donc l'hyperpole de 21h à 21h30, et c'est là qu'on aura les 6 premiers de chaque catégorie qui se battront pour la pole position. Donc c'est jeudi 21h30 qu'on connaîtra le nom de la voiture qui sera en pole du coup de ces 24 heures du Mans. Mais si on est d'accord que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ce nouveau format qu'on a commencé en dernier et qui continue ici, parce que c'est vrai qu'à l'époque on avait, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 séances qualificatives qui étaient assez longues évidemment, où c'était toujours, en plus lors de la séance de nuit, où la pole se joue en général. Ici, il va quand même y avoir du spectacle pendant ces 30 minutes, et c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle. Attends, je vais te dire dans quelques instants ce que je pense de l'hyperpole. Avant, tout était en fait qualif. C'est ça qui était, si je devais résumer ou caricaturer, c'était ça. Et tu te souviens comme moi, vous vous souvenez comme moi les amis, Stéphane Sarrazin qui nous fait la pole à minuit moins 5. Je sais plus, le mercredi ou le jeudi, au vent de la Peugeot. Et ça, c'est des moments géniaux parce que on est en pleine nuit, il y a déjà, tout le monde n'est plus tout à fait sur le circuit, il est tard, voilà, c'est ça que je veux dire, et la pole se fait, et ça nous mettait en plein dans l'atmosphère du Mans, et c'était quand même des moments inoubliables, je le dis franchement. Bon, mais quand l'an dernier, effectivement, on a découvert ce format de l'hyperpole, moi, j'avoue que j'ai été séduit à 2 niveaux. Alors d'abord, j'ai été séduit au niveau du nom. C'est peut-être anecdotique, mais quand même. Ouais. Y a la catégorie hypercar qui va devenir un mot générique au Mans et qui s'est déjà imposé, qu'on emploie déjà tout à fait naturellement.
L'hyperpole, j'ai trouvé ça plutôt malin, vous voyez, comme mot, ça accompagne bien l'hypercar, ça donne une dimension hyperbolique, je ne sais pas comment on peut dire, au Mans. Bon, bref, j'ai trouvé ça plutôt malin. Ensuite, le format, les amis, si même la Formule 1 essaye d'expérimenter des courses sprint, ça veut bien dire que tout le monde essaye un peu de dynamiser son spectacle, que tout le monde essaye de peut-être aller chercher un côté un peu spectaculaire, oui, un peu resserré, un peu tension, un peu attente, où en 1 heure, il y a un vrai suspense, il y a une vraie attente. Bon, parce que la qualif au Mans, on savait très bien que déjà, elle n'aurait pas lieu dans les 2 premières heures. C'était globalement 19, 21h, 22h, minuit. Bon, on savait que la meilleure demi-heure, c'était 22h, 22h30. Et parfois, ça allait jusqu'à minuit. Mais c'était jamais entre 19h et 21h, sauf si changement de météo. Bon, mais vous voyez, c'était un peu flou, on ne savait pas quand ça allait arriver. Au bout d'un moment, la tension retombait un petit peu. On voyait bien qu'on était parti sur des simulations de courses, donc on savait que les chronos n'allaient pas descendre. Il y avait peut-être parfois un peu de frustration. Là, on sait que pendant 1 heure, l'hyperpole, tout le monde va se battre. Bon, moi, je trouve ça plutôt bien. Et j'accepte cette concession peut-être à une certaine forme de spectacle moderne qui peut-être ne va pas complètement dans le sens de l'histoire du Mans, où c'est l'endurance, où c'est une certaine durée qui est en jeu, où là, effectivement, on va plus sur du sprint qualif, mais c'est une façon, j'ai trouvé plutôt intéressante de renouveler un petit peu le Mans au bout d'1 siècle. Voilà, c'est ça. On serait à la 12e édition du Mans, je vous dirais, c'est bon, là. Non, voilà, on est 100 ans plus tard. Ça me choque pas qu'il y ait l'hyperpole, et moi, je suis plutôt fan. Ouais. Alors, on nous posait la question dans le chat. Tout le monde y aura droit à l'hyperpole, même le LMH. Il n'y a que 5 voitures engagées. Les 5 voitures sont qualifiées pour l'hyperpole et rouleront. Ce seront les 6 premiers maximum de chaque catégorie. Ils rouleront tous en même temps, par contre, sur la piste. Ce qui sera quand même beaucoup plus vide, évidemment, que quand vous roulez à 62. Donc, ce sera pas mal pour pas mal de concurrents. Mais en tout cas, tout le monde prendra la piste en même temps, Fabien. Et ce sera, encore une fois, assez spectaculaire au crépuscule. On devra avoir aussi de jolies images. Ouais, c'est clair. Et pour en finir sur ce que disait LFB, il y avait quand même un côté hyper excitant. Je sais plus si c'est Koba ou si c'est Nakajima qui a le record absolu du circuit. Kobayashi, oui, qui fait un tour extraordinaire. Il le fait exactement dans les conditions que tu as décrites, dans lesquelles le faisait normalement Stéphane Sarrazin à son époque. C'est vrai que ça, quand il était, 23h45, la voiture rentre au stand, on lui met des balles neuves, tu te dis, il y a un truc qui se passe là. Et là, c'est vrai que du coup, dans la nuit, tu voyais dans la nuit, les nuées de photographes là, qui commençaient à se rapprocher du stand d'Audi ou de Peugeot ou de Toyota. On se disait, il va se passer un truc là, allez, on y va. Demain, il pleut, de toute façon, c'est mort. Donc, c'est ce soir ou jamais, ce genre de choses. Maintenant, oui, effectivement, ce spectacle de l'hyperpole, pareil, moi, je suis aussi assez pour, surtout que derrière, ça permet de mettre en place un protocole qui récompense vraiment le pilote de la pole position, alors qu'avant, on lui remettait comme ça un peu en catimini un trophée de poleman. Non, là, il y a une vraie présentation sur la grille, bravo, c'est toi qui as fait le meilleur temps et tout, je trouve ça vraiment sympa. Honnêtement, j'ai peu de reproches à faire avec les décisions prises par la CO ces dernières années. Ça va vraiment dans le sens de la promotion, du renouvellement d'une course centenaire. C'est génial de prendre le bon virage. On sent que la F1, par exemple, elle, il va beaucoup plus à tâtons, elle tape beaucoup plus le rail avant de se retrouver au milieu de la piste. Alors que Le Mans, j'ai l'impression qu'ils ont mis 2 décennies à trouver ce qui pourrait remplacer les remplaçants, ce qui pourrait être la succession des LMP1, mais ils l'ont trouvé. Ça y est, on y va. Franchement, bravo à la CO pour tout ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment c'est excitant ce qui nous attend dans les prochaines années, c'est clair. C'est clair qu'on a hâte d'y être, bien sûr, aux prochaines éditions, et déjà évidemment à celle de ce week-end. Pour continuer sur le programme, le vendredi, là par contre, vous n'aurez pas de voiture des 24 heures du Mans en piste. Par contre, il y aura beaucoup d'activités en piste, notamment, et ça, j'avoue que je l'attends avec grande impatience, le plateau des Endurance Racing Legends, parce que ça, vous avez alors des décennies entières des 24 heures du Mans. C'est pas le Mans classique, mais c'est un plateau extraordinairement alléchant. On a notamment de la Toyota GT1, on a vraiment des voitures sublimes des 24 heures du Mans qui seront là. Si vous avez l'occasion d'être au circuit ce week-end, vraiment, c'est quelque chose à ne pas rater. On aura 2 courses, une le vendredi, une le samedi aussi. La Bentley, notamment, qui sera là aussi. Enfin, vraiment, ça va être
Ça va être absolument superbe. Il y aura de la Porsche aussi, des Porsche Sprint Challenge. On aura la Fun Cup qui fera. Moi aussi, j'en ai une Bentley. Voilà, t'as pas une Bentley qui traîne quand même? Oui, peut-être pas. Voilà, t'as pas une Bentley qui traîne quelque part, Gaël? C'est la 2002, LFB. Gaël, t'es un peu petit joueur là par rapport à des vrais de vrais, hein, si je peux me permettre. Il y a Manu, hein, il y a Manu Touzeau qui lui est toute une grille de Formule 1 sur je sais pas combien d'années. C'est vrai que là, au niveau petit modèle, on fait pas le poids élevé. Je pense que Manu, faut pas l'amener. Faut pas l'amener au musée des 24 heures, vous savez, où on a toutes les étagères avec à peu près toutes les voitures, toutes les miniatures de toutes les éditions du Mans qui sont absolument incroyables. Je vous invite à regarder, si vous voulez regarder les 24 heures du Mans sur Eurosport, le petit programme auquel j'ai participé, animé par Tom Christensen et Leslie Boitrel, et Tom, dans cette salle où sont toutes les miniatures de toutes les éditions, le plateau complet, c'est du porno miniature, quoi. C'est hallucinant. Moi, mes collègues m'ont perdu pendant 10 minutes. C'est là en train parce qu'en fait, c'est génial. On peut... C'est une recherche Google en 3D. Vous avez toutes les voitures de toutes les éditions dans leur livret avec le nombre d'équipage et tout. C'est juste... C'est fabuleux. Classé dans l'ordre d'arrivée, hein, donc vraiment, mais oui, en plus. Tu te dis, quelqu'un vient te dire qui a fini 4ème en 1982, t'y vas. Tu lui montres littéralement, et tu dis, bah voilà, c'est vraiment. Et je peux bien être le mec qui passe le petit pinceau sur toutes ces voitures une fois par semaine, ça me dérange pas de le faire. Ah non, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, on en parle, mais le musée des 24 heures, qui en plus s'est fait une petite cure de jouance là récemment, et qui j'ai eu l'occasion d'y aller il y a pas très longtemps. C'est très 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 sympathique. Et l'exposition c'est ouvert jusqu'à 1h du matin, samedi. Hein. Ah ouais, exactement. Et vous pouvez y aller, je rappelle, si vous avez un billet pour les 24 heures, l'accès au musée est gratuit. Donc ça, c'est toujours très... Mais très la cure de jouvence dont tu parles, Michael, elle est à quel niveau, comment dirais-je, de l'architecture même du musée ou de la présentation des voitures? Ouais, c'est ça, c'est la présentation. On a mis vraiment l'accent, surtout sur toute la partie un peu plus moderne à la fin. On a mis des belles mises en valeur, des explications un petit peu sur tout ce qui est passé. C'est encore plus agréable vraiment que ce qu'on avait avant. Et pour en avoir discuté avec Fabrice Bourrigaud, qui est responsable du patrimoine des 24 heures du Mans, ils ont de très très gros projets avec le musée des 24 heures du Mans, avec un embellissement ou peut-être même voir un nouveau bâtiment. Enfin, le musée des 24 heures n'a pas fini d'être un outil de promotion des 24 heures du Mans. Et pour y avoir tourné une fois de plus cette année, je peux vous assurer que c'est un endroit où il faut absolument aller si vous êtes aux 24 heures du Mans. Prenez le temps avant la course ou même une fois que la course est lancée, quand on est un peu dans le ventre mou, allez-y après l'apéro ou juste après le dîner, vous y allez tranquille et vous vous faites un petit plaisir, une petite fracture de la rétine là, pendant une petite heure. Ça vaut le coup. Il y a aussi un hall avec les grandes motos qui ont marqué l'histoire du Grand Prix de France, des 24 heures du Mans Moto et ce genre de choses. Ça vaut vraiment le détour. Il y a vraiment des pièces uniques. Une partie sur l'histoire aussi de l'automobile, bien sûr, avec les bolets, hein, justement, on en parlait, mais point spécial, oui, ça je sais. Une grande partie, notamment avec des bolets père et fils, et non, c'est vraiment superbe. Et l'exposition Toyota qui est aussi très sympathique, avec notamment la TS 050 hybride qui a remporté les 24 heures du Mans l'an dernier. Elle est là, elle est dans son jus, elle est restée vraiment comme à l'époque, et c'est vraiment très très sympathique. En tout cas, on aura de quoi. Et elle vient d'être offerte au musée cet après-midi, cette TS 050. Oui, elle rentre officiellement au musée à compter d'aujourd'hui. Exactement, ça a été la passation justement de cette voiture au musée, et elle est vraiment, pour l'avoir vue, elle est vraiment impressionnante. C'est-à-dire que ces voitures-là, on s'en rend pas forcément compte jusqu'à ce qu'on soit à côté, d'à quel point c'est un travail vraiment assez incroyable. En tout cas, il y aura de quoi s'amuser ce week-end lors des 24 heures du Mans. J'essaierai modestement de vous faire vivre ça de temps en temps. On fera des petits lives quand on aura 2-3 coins de 4G qui seront là. On va essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Mais sinon, ce sera à vivre sur Eurosport.
avec 150 000 personnes en moins, tu devrais avoir. C'est ça, je me dis qu'il y a moyen quand même maintenant. On a quasiment, c'était quasiment possible avant. Là, ça devrait le faire avec 50 000 spectateurs. Ce sera donc en intégralité sur Eurosport. Hein. Ce sera d'ailleurs, je crois que tout est diffusé sauf la première séance d'essai libre en télé. Sinon, si vous voulez regarder ça en clair, attention, ça change cette année. C'est sur la chaîne L'Équipe, du coup, qui consacrera de larges plages pendant l'épreuve. Je crois qu'on a quasiment 18 heures de course qui seront diffusées sur la chaîne L'Équipe. Mais donc, c'est plus France Télé. Faudra pas se tromper. Et je crois que la course, comme tu dis, Manjox, est en intégralité sur le site l'équipe.fr. Donc, si vous voulez y jeter un œil, bien sûr. Et on sera là la semaine prochaine pour vous en parler de cette 89e édition des 24 heures du Mans, bien sûr.